Salut les amoureux de la toile et bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui car il y a des films qui sont plus que des films, ce sont des légendes. Sergent York, sorti en 1941, est l'un d'eux. Dans ce cycle consacré à Howard Hawks, j'avais le choix dans pléthore de films et en apparence celui-ci, ce biopic est parfait. L'histoire vraie d'Alvin York, fermier pacifiste du Tennessee qui est devenu le plus grand héros américain de la Première Guerre mondiale. Alors encore une fois, on va un peu gratter le vernis pour découvrir une autre guerre, celle menée en coulisses par le réalisateur, une bataille contre les contraintes techniques, contre les exigences d'un studio et parfois contre le héros lui-même. Ce n'est pas un film d'un récit de bravoure, c'est une prouesse de production remplie de secrets et d'innovations que le studio aurait préféré peut-être ne pas divulguer. En ce qui concerne l'histoire, eh bien, rafraîchissons-nous un peu la mémoire en nous replongeant dans la vie de Alvin C. York, un paysan qui vit dans une vallée du Tennessee. C'est un être ruste, sans histoire et excellent tireur. Il a une conception toute particulière de la religion, il n'a pas d'ennemis et pourtant le voilà mobilisé pour la Grande Guerre. Il revendique le statut d'objecteur de conscience, mais son commandant lui donne à lire une histoire des États-Unis. Son attitude va évoluer jusqu'au moment où il se retrouve face à l'ennemi en Argonne. Voilà pour le pitch. Inutile d'en dévoiler davantage pour nous plonger dans cette histoire. Et le premier obstacle du film, eh bien, c'était son propre héros. Pendant des années, le producteur Jesse Lasky a harcelé Alvin York pour qu'il autorise une adaptation de sa vie. Et ce, depuis 1919. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais York, un homme simple et très croyant, refusait toute offre. Il ne voulait pas que son histoire devienne un divertissement commercial. Sa réponse était toujours la même. L'uniforme de l'oncle Sam n'est pas à vendre. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, Lasky a changé son angle d'attaque. Il a réussi à convaincre York que son histoire était plus que nécessaire pour inspirer une nouvelle génération face à la menace nazie. York a donc fini par céder, mais à ses conditions. D'abord, il exigea que tous les bénéfices devaient revenir à financer une école biblique. Ensuite, il a imposé que l'actrice qui jouerait sa femme, Gracie, ne soit pas une starlette en devenir ou une actrice sulfureuse issue du studio. Il voulait aussi sélectionner une actrice qui ne fumait pas. Drôle d'exigence dans cette période où fumer était le synonyme de glamour. Il décréta ensuite qu'un seul acteur pouvait l'incarner au cinéma et cet acteur, c'était Gary Cooper. Pour lui, c'était l'Américain idéal, honnête, droit, un homme du peuple, sauf que la Warner avait un énorme problème. Gary Cooper était sous contrat d'exclusivité avec un studio rival, la Goldwyn Mayer. Pour ne rien arranger, Cooper lui-même hésitait à presque 40 ans. Il se trouvait déjà trop vieux pour interpréter cet homme qui en avait à peine une trentaine lors de ses exploits. Et l'idée de jouer une personne encore en vie le terrifiait. C'est lors d'une rencontre entre les deux hommes que Cooper et York se trouvèrent des points communs. Ils avaient passé leur jeunesse dans la montagne, l'un dans le Tennessee, l'autre dans le Montana. Ensuite, ils avaient appris à monter à cheval, à se servir d'une arme à feu, et en fait, ils se sont retrouvés sur des valeurs
ce qui a décidé Cooper d'interpréter le rôle. Mais je reviens tout de suite à la biographie de Hawks par Hawks, qui lui relate une toute autre histoire. Effectivement, dans ce livre que je vous ai présenté lors de Scarface, la première vidéo sur Howard Hawks, il nous apprend que c'est Al Wallis qui a donné le scénario à Hawks en le prévenant que ce n'était pas très bon et que si c'était pas lui qui prenait ce projet en main, ça deviendrait une série B très basique. Et après la première lecture, eh bien, le réalisateur a confirmé que le scénario n'était pas très bon, voire même mauvais. Et ce serait lui, en fait, ce serait lui qui serait allé voir Jess Lasky au plus bas de sa forme, sans un sou, ruiné, porté sur l'alcool avec des mains qui tremblaient. Eh bien, c'est lui qui détenait les droits de ce scénario, du coup. Hawks se sentait redevable envers Lasky. C'était lui qui lui avait donné son premier bon travail. Sachant que l'homme était doué pour trouver de bons scénarios, il lui demanda pourquoi il avait choisi cette histoire. If you lose one of them, doth not leave the 99 and... doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which you're lost until he find it. And when he hath found it, he layeth it on his shoulder and rejoiceth. And when he cometh... All right, Zeke, sit yourself down. And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying... Et Lasky se mit en devoir de lui raconter la vision qu'il avait de ce film. À la fin de la discussion, Howard Hawks était convaincu et lui a dit qu'il était d'accord pour réaliser le film à une seule condition, c'est qu'il filme ce que lui venait d'entendre, l'histoire que lui avait rencontré Lasky. Puis il a rajouté qu'il prendrait Gary Cooper. Et là, Lasky lui a répondu qu'il ne pourrait pas l'avoir parce que lui-même avait déjà essayé. Sur ces belles paroles, Hawks se met en devoir d'appeler Cooper et lui a dit « Je viens juste de parler avec Lasky. Est-ce que tu ne lui dois pas ton premier rôle ?» Bien sûr que si. Et donc, il est fauché, l'alcool le fait trembler, il a besoin de se raser, et il a une histoire dont je crois qu'elle serait une partie de plaisir, pour toi comme pour moi. Je vais venir t'en parler. Bien sûr, lors de cette rencontre, ils n'ont même pas parlé du film. Ils ont parlé de chasse, ils ont parlé de fusil, mais Cooper, à la fin, admit qu'il n'était pas besoin de gaspiller sa salive, parce qu'ils savaient tous les deux qu'ils allaient tourner ce film. Vous voyez, là, on est déjà sur des points de vue qui sont différents. Comment ce projet a-t-il réellement vu le jour? Parce que c'est pas terminé. Les deux hommes, assez complices, ils ont mis un petit numéro au point. Et Hawks est allé voir donc Al Wallis, le producteur, et il lui a dit... Alors Hawks posait des questions et affirmait des choses, et Cooper, lui, son rôle, c'était simplement de confirmer par un « ouais ». Face au producteur, ça a donné à peu près ça. Nous allons réaliser le film à condition que vous restiez à l'écart, que vous ne mêliez de rien. Pas vrai, monsieur Cooper? Ouais. Nous allons modifier l'intrigue, l'histoire tout autour. Pas vrai, monsieur Cooper? Ouais. Et je vais prendre John Huston comme scénariste, comme auteur pour retravailler cette histoire. Pas vrai, monsieur Cooper? Ouais. Là, la Warner a réussi à avoir Gary Cooper avec Samuel Goldwyn qui avait refusé de le libérer de son contrat dans un premier temps. Mais celui-ci finit par céder lorsque Warner accepta de lui prêter Bette Davis pour le film La Vipère, toujours en 1941. Voilà comment le film était sur les rails. Il y a donc deux histoires, deux versions qui reviennent sans cesse. L'histoire racontée par le réalisateur, l'histoire racontée par le héros. À vous de faire votre choix. Sachez que moi, je n'ai rien inventé.
Tout est dans le livre. Nous avons déjà parlé dans la rétrospective consacrée à Seuls les anges ont des ailes que Howard Hawks détestait les complications des tournages en extérieur et qu'il préférait créer sa propre vision du film en studio. Eh bien, c'est tout à fait le cas encore une fois sur le sergent York. Il a fait recréer la ferme du Tennessee, il a fait quelque chose de fou, de dingue. Il a pris le plus grand studio de la Warner et ses équipes ont érigé une colline artificielle géante. C'est un coup de génie car cette colline était installée sur une gigantesque plateforme tournante en acier. Cette structure colossale pouvait pivoter sur elle-même, offrant à Hawks une multitude d'angles et d'ambiances lumineuses, sans avoir à bouger la monstrueuse caméra ou à déplacer les équipes. On pouvait passer d'une scène au lever du soleil à une autre en plein milieu d'après-midi, en quelques minutes. Le résultat, outre l'illusion parfaite, c'est une révolution qui a fait gagner un temps et un argent fou, tout en offrant une richesse visuelle inédite. Même si Hawks avait réussi à tenir à l'écart de ses studios, Warner et ses équipes, il y avait un homme qui ne pouvait pas chasser du plateau. C'était Alvin York lui-même. Celui-ci a d'ailleurs menacé à plusieurs reprises d'enlever son autorisation d'utiliser son image pour différents prétextes. Par exemple, il y a ce petit geste devenu iconique. On se souvient tous de la scène où Alvin York, avant de viser, lèche son doigt pour appliquer sur la ligne de mire de son fusil. You better sight a mighty fine, Alvin. That there's the last turkey. You can't hit him if you can't see him, Alvin. Better wait till he goes to roost, Alvin. You got meat! Un geste qui a l'air si authentique, si typique d'un tireur d'élite de la campagne. Pourtant, ce détail n'est mentionné nulle part dans les récits et le journal d'Alvin York. Alors d'où vient-il? Eh bien, c'est une pure invention de Hawks et de Cooper. Sur le plateau, ils cherchaient une manière visuelle de montrer la concentration extrême du personnage, et ce simple geste, mais puissant, traduisait parfaitement son instinct de connexion avec son arme. Cette fois, tiré des carnets de York, le réalisateur a eu une idée de génie. Plus jeune, pour chasser la dinde, York imitait le glou-glou de l'animal. Curieusement, la dinde sortait la tête et devenait une cible facile. Donc Hawks a transposé cette ruse sur le champ de bataille et dans le film, on voit York imiter un son pour que les soldats allemands sortent la tête de leur tranchée avant de les abattre un par un. Ce parallèle entre la chasse et la guerre est une idée de scénario assez brillante. Cela rend la scène incroyablement maligne, presque amusante, si la trame dramatique n'était pas si présente. Si on en revient au décor en studio, l'ambition était démesurée. La colline tournante n'était qu'une partie émergée de l'iceberg. L'obsession de Hawks pour le réalisme en studio a poussé les équipes de la Warner au-delà de leurs limites. Le décor était d'une richesse folle. Plus de 120 vrais arbres ont été plantés et des tonnes de rochers ont été amenés pour le relief. Un ruisseau de 60 mètres a été construit avec un système de pompe pour que l'eau coule vraiment. Une partie du sol était recouverte de terre jusqu'à 50 cm de profondeur, assez pour qu'une mule tire une vraie charrue, comme on le voit dans le film d'ailleurs. Le plus dingue, c'est la vitesse d'exécution. Les équipes se relayaient nuit et jour et ont monté ce décor en presque seulement 10 jours. Un exploit, bien sûr, qui prouve que les studios de l'âge d'or que j'aime tant, eh bien, étaient des vraies usines à rêve. On va en revenir à nouveau sur la bio de Hawks par Hawks, puisqu'il nous parle de John Huston comme scénariste. Celui-ci s'est immergé dans l'histoire de York, passant du temps avec lui dans le Tennessee pour comprendre l'homme derrière le héros. Il voulait saisir son conflit intérieur. Comment un pacifiste convaincu avait-il pu justifier de tuer? Cette quête d'authenticité est l'une des raisons pour lesquelles Sergent York est bien plus qu'un film de propagande. C'est un portrait humain
touchant et universel. Hawks était si satisfait du travail de John Huston comme scénariste qu'il a proposé au studio de le prendre comme réalisateur. Quand il en a parlé à Huston, celui-ci lui a dit « Bon, il va falloir que j'écrive une histoire ». Et à ce moment-là, Hawks lui a dit « Mais t'as pas besoin ». Il lui a suggéré de faire Le Faucon Maltais, persuadé que ce serait un bon film. Mais Huston, lui, savait que le film avait déjà été fait à 2 reprises. Et Hawks lui a dit « Non, ça n'a jamais été fait. Je ne sais pas quel idiot a imaginé qu'il pouvait mieux écrire que Hamet. Donc, tourne Le Faucon Maltais exactement comme Hamet l'a écrit. Utilise le dialogue, ne change pas le moindre truc et tu auras un sacré film. » Résultat, les 2 hommes ont concouru l'un contre l'autre pour l'Oscar à la fin de cette année-là, avec les 2 films en compétition. I'd sure be much obliged if I could have a cup of water. Got some nip inside it. Well, that'd go mighty good. I'll be getting it. And the lion shall lie down with the lamb. On peut dire que dans le Sergent York, la chorégraphie mortelle du champ de bataille était sans effet numérique. Vous vous en doutez. Hawks voulait que le spectateur ressente la confusion et la violence du front. Chaque explosion, chaque course dans les tranchées, chaque tir était planifié à la seconde près pour garantir la sécurité, bien sûr, de centaines de figurants, tout en maximisant l'impact. Hawks a utilisé des effets pyrotechniques de pointe pour l'époque et des mouvements de caméra très dynamiques pour nous plonger au cœur de l'action. Les scènes de guerre de ce film ont imposé un nouveau style de réalisme à Hollywood pendant des décennies. Il est temps d'évoquer le casting de ce film, et en commençant bien sûr honneur aux dames à la jeune Joanne Leslie, qui a obtenu le rôle alors qu'elle n'avait que 16 ans lorsqu'elle a tourné ce film, le même âge d'ailleurs que la vraie Gracie. Alvin York avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas d'une actrice trop sensuelle, avec une quelconque notoriété, un peu sulfureuse. Et pourtant, une actrice de ce genre a bien été envisagée pour ce rôle. Mais je vous laisserai réfléchir en attendant la question du quiz final. Oh, Noah. Why, Miss Gracie, I was thinking you was to the dance. No, I ain't at the dance. No, I can see that. Alvin, Yeah? Alvin, I just... Yeah? Alvin... That's what I was wanting to tell you. On retrouve aussi aux côtés de Gary Cooper en mauvais garçon Ward Bond, un acteur né en 1903 et décédé en 1960. C'est une figure incontournable du western et du cinéma d'aventure américain. Il a joué dans plus de 200 films, souvent dans des rôles d'autorité, policier, militaire, cow-boy. C'est aussi l'acteur fétiche de John Ford et bien sûr un ami de John Wayne. Dans ce film, Ward Bond joue Ike Bodkin, l'un des compagnons de boisson et de chasse d'Alvin York, dans les scènes qui se déroulent avant la transformation spirituelle du héros. Son personnage illustre le monde de vie rurale, libre et un peu débridé du Tennessee, avant que York, bien sûr, ne devienne un homme de foi, puis un héros de guerre. Je dois dire que j'aime beaucoup cet acteur. À chaque fois que je le vois, je me régale, même s'il est dans des rôles stéréotypés. Somebody we're again? I ain't again nobody or nothing, except getting sober. Oh, drink again, Matt. You'll be killing 2 birds with 1 stone. Come on. Sure. Ain't never gonna get sober. Autre acteur incontournable dans le film, Walter Brennan, spécialiste du second rôle. Il est l'un des rares acteurs à avoir remporté 3 Oscars du meilleur second rôle. Le premier pour Come and Get It en 1936, ensuite Kentucky en 1938
et The Westerner en 1940. D'ailleurs, ce film valut à Walter Brennan sa 4e nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle, mais cette fois-ci, il ne remporta pas la statuette. Voix chevrotante et allure frêle, il est souvent casté dans des rôles de vieux sage, fermier ou excentrique, bien avant d'avoir l'âge correspondant. C'était un acteur caméléon, il pouvait passer du comique au tragique avec une grande aisance. Ici, il incarne le pasteur Rosier Pâle, un rôle essentiel dans la transformation morale du personnage principal. Il apporte une présence chaleureuse, morale, presque paternelle dans un film qui traite de foi, de guerre et de conscience. Lean over. You're figuring on setting up, ain't you, son? Yes'm. Getting married? Who's it gonna be? Gracie Williams? Gracie Williams. Asked her yet? No, I ain't. What's the matter? I ain't said nothing. Reckon that'll hold. Reckon it better. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Gary Cooper, je mentionnerai simplement le fait qu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation dans ce film. Et comme nous sommes dans une rétrospective un peu spéciale, quand même consacrée à Howard Hawks, je dirais que ce film est en contradiction avec son style, puisque même si les décors changent, les obsessions, elles restent. Regardez n'importe quel film de Hawks et vous retrouverez toujours les mêmes thèmes. Le pilier de son œuvre, c'est le groupe. Qu'il soit pilote dans Les Anges ont des ailes, ou cow-boy dans Rio Bravo, ou journaliste dans La Dame du Vendredi, les héros de Hawks sont des pros, définis par leur métier et leurs compétences. Ce qui le fascine, c'est de voir comment un groupe soudé réagit face au danger. La survie ne dépend pas d'un héros solitaire, mais de la solidarité et du respect mutuel dans son monde. On vous juge sur vos actes, sur votre capacité à faire le job sans trembler. L'amitié, la loyauté et la grâce sous la pression sont des valeurs suprêmes de ce réalisateur. Mais attention, ce monde n'est pas qu'une affaire d'hommes. C'est là qu'intervient l'une de ses plus belles créations, la femme hawksienne. Oubliez les demoiselles en détresse, les femmes chez Hawks sont fortes, indépendantes et incroyablement intelligentes. Elles tiennent tête aux hommes, les défient sur leur propre terrain. Pensez à Rosalind Russell dans La Dame du Vendredi, qui est une bien meilleure journaliste que tous ses collègues. Pensez à Lorraine Bacall dans Le Port de l'Angoisse, avec sa voix grave et son assurance folle. Ces femmes ne sont pas là pour être sauvées, elles sont les égales des héros, leurs partenaires, parfois même leurs rivales. Cette vision des rapports hommes-femmes était d'une modernité absolue pour l'époque. Enfin, il y a l'humour. Même dans ces films les plus sombres, l'humour n'est jamais loin. Pas de gags lourdos, mais un humour qui naît de situations, de la complexité, d'un bon mot, d'une réplique pince sans rire qui désamorce l'attention. C'est l'humour de ceux qui connaissent les risques de leur métier et qui s'en servent comme bouclier contre la peur. C'est un mélange parfait entre le drame, la légèreté qui rend ces films si vivants. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que Sergent York est une contradiction avec son style, puisqu'ici on a un héros solitaire, on a une femme certes forte mais qui reste en retrait. Tout ce que Hawks nous démontre dans ses autres films n'est pas présent ici. Si je devais faire une petite synthèse, Hawks, Ford, Mankiewicz, Curtis, Capra et j'en passe, voilà des noms qui évoquent le cinéma prestigieux, avec des chefs-d'œuvre, des classiques. Aujourd'hui, tous les réalisateurs sont interchangeables ou presque. Pas de grands films réalisés les uns derrière les autres, on ne parle pas de Spielberg ou de Scorsese, attention. Aujourd'hui, un film repose plus sur un acteur, à la rigueur, ou sur des effets spéciaux. Le nom des réalisateurs, à part quelques-uns, sont vite passés à la trappe. Tout cela pour en revenir à Sergent York, où le savoir-faire de Hawks nous offre un film magistral. Savoir-faire et savoir partager des émotions
en toute simplicité, tout prêt à sourire avec une certaine légèreté, et en même temps, les moments plus graves se succèdent. Certains pourront regretter le côté biblique, c'est vrai, un peu trop appuyé, mais c'est pour marquer aussi l'histoire réelle de cet homme. Mais quel plaisir aussi de retrouver et de voir Cooper et Bond se donner la réplique. Alors, en bon artisan du cinéma et en bon pourvoyeur de chefs-d'œuvre, Hawks ne déroge pas à la règle et nous offre un très beau spectacle. Sergent York, votre acte de bravoure peut être considéré comme un des plus beaux accomplis par un soldat des armées alliées. Moi, maréchal Foch, je vous décerne la médaille militaire. Thank you, sir. Je serais impardonnable si je ne mentionnais pas non plus la musique de Max Turner qui souligne efficacement l'intensité des sentiments. Bien sûr, le succès du film est dû en majeure partie aux soins qu'a appliqué Hawks à rendre tangibles les états d'âme et les sauts d'humeur de son héros. Inutile de préciser que cela a été un vrai triomphe lors de sa sortie en salle. That you saying? I can't hear you. Put it up to you, Mother York. Stand closer, Ma. When are you coming home, Alvin? I said, when are you coming home? Et voilà, c'est presque terminé pour aujourd'hui. Alors on va oublier tout le côté technique dans lequel je vous ai emmené aujourd'hui. Juste pour retenir que ce film est un chef-d'œuvre du cinéma. Au final, Sergent York est bien plus qu'un film de guerre patriotique. C'est le témoin d'une époque d'Hollywood où la générosité n'avait pas de limite. Certes, cette période était vecteur de films de propagande, mais celui-ci va bien au-delà. Je serais heureux de retrouver votre opinion dans vos commentaires, bien sûr, la réponse au petit quiz habituel, la rengaine de toujours. Pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et puis voilà. Donc, voilà le troisième film de la rétrospective sur Hawks. Il ne reste plus qu'un. À vous de me dire, peut-être dans vos commentaires, celui que vous aimeriez voir, sachant que moi je l'ai déjà sélectionné. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très bonne toile, portez-vous bien surtout, hein, et puis ciao ciao, bye bye.